Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce merveilleux musée Guimet, Musée national des arts asiatiques. Nous vous proposons deux émissions exceptionnelles consacrées à la magnifique exposition qui se tient actuellement ici même, Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Je vous emmène sans plus tarder à la découverte de cette exposition rare avec ses trésors uniques. Alors cette exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre, est une exposition comme j'aimerais en voir d'autres dans les années qui viennent au musée Guimet, c'est-à-dire un sujet finalement populaire qui peut intéresser un large public et pas simplement un public d'amateurs ou de spécialistes de l'art asiatique. Il était aussi important d'en parler à travers des œuvres d'art et à travers les secrets que nous délivrent ces œuvres d'art. En fait, l'exposition, c'est une sorte de corps humain où il y aurait en fait toutes les parties du corps, avec chacune une façon différente de le traiter et avec une forme d'énergie et d'équilibre tout au long de l'exposition qui symbolise cette fameuse énergie du corps. Alors, une des premières œuvres sur lesquelles on peut s'arrêter, c'est Padmasambhava. Padmasambhava est donc certes un religieux, mais nous le voyons ici sous les traits d'un médecin. Dans la main gauche, qui repose dans le giron, il y a un récipient. Ce récipient, c'est le bol de matière médicinale. Et puis, dans la main droite, qui esquisse un geste bien connu dans l'iconographie bouddhique, puisque c'est le geste du don, Padmasambhava tient une graine. La graine ou le fruit même du mirobolan. Le mirobolan, c'est un arbre dont les fruits sont censés avoir des vertus thérapeutiques extraordinaires. Donc les deux combinés, le fruit du mirobolan et le récipient de matière médicale, renvoient à une sorte d'iconographie générique des déités qui participent de cette science médicale. Alors Padmasambhava a reçu des enseignements du Bouddha lui-même. Ces enseignements étaient ceux qui concernaient la médecine. Mais Padmasambhava a considéré que ces enseignements, il ne pouvait pas les délivrer lui-même ni tout de suite aux hommes qui étaient ses contemporains. Il a donc caché les enseignements en question jusqu'au temps où a vécu un personnage du nom de Yutok Yunten Gompo, médecin de son état, qui est l'auteur présumé du grand traité médical qu'est le Gyushi. L'un de ses attributs, qui est une fleur de lotus, supporte un objet oblong dans lequel on reconnaît un manuscrit, le texte qui concerne le Bouddha, maître des remèdes. Et puis, l'autre fleur de lotus, qui est tenue par la main gauche, supporte un vase, ce même vase de liqueur médicinale qui apparaissait précédemment dans les mains de Padmasambhava, et sur lequel se trouve un objet très très important et très familier dans l'iconographie tibétaine, qui est un vajra, qui symbolise la foudre, la pureté, l'indestructibilité de toute chose. Et l'idée qui prévaut quand on associe le livre d'un côté, le vajra et le récipient de liqueur médicinale de l'autre, est que la médecine est quelque chose qui va de façon fulgurante permettre d'acquérir une sorte de pureté, à la fois physique, spirituelle, et de contribuer à la bonne santé et à une longue existence. En Asie, le diagnostic commence par la prise de pouls. C'est ce qu'on voit sur cette photo de Felice Beato. Alors en général, on posait son bras sur un petit oreiller et on prenait le pouls au niveau de l'artère radiale. Ça permettait en fait de sentir les méridiens, parce que la médecine extrême-orientale, elle s'appuie sur un réseau de 12 méridiens dans le corps qui correspond aux 12 organes principaux. L'idée, c'est que cette énergie qui circule dans le corps doit circuler de manière totalement équilibrée entre tous ces réseaux énergétiques. S'il arrive qu'il y a un blocage quelque part, on va justement intervenir sur les points d'entrée énergétique. Il y a plusieurs méthodes pour le faire, mais avant évidemment de commencer le traitement thérapeutique, on doit déterminer avec la prise de pouls où le blocage se situe dans le corps. L'autre manière de déterminer une pathologie qui pourrait intervenir dans le corps est la fasciomancie. La fasciomancie, c'est l'art en fait de déceler sur le visage, alors par une observation très aiguë, ça peut être les traits du visage, la couleur de la peau, la sororité de la voix, la façon de se tenir aussi, les différentes pathologies qu'il pourrait y avoir dans le corps.
On voit sur ce rouleau qui vient de Dunhuang, rouleau du Xe siècle, qui est un traité de fasciomancie, justement, tous les aspects en fait du visage, toutes les entrées des points énergétiques qui permettent de déterminer les pathologies. Alors, dans ces traditions médicales, le corps humain est perçu comme une sorte d'équivalence microcosmique de l'univers. Alors, il y a la partie centrale qui est le Purusha, c'est le dieu Shiva, avec tous les êtres qu'il contient, c'est-à-dire l'ensemble de sa création. Et puis, il y a un monde inférieur, qui symboliquement est l'inconscient des êtres. Et puis, il y a un monde supérieur, constitué de plusieurs cercles superposés, qui est celui de la conscience pure, de la spiritualité la plus élevée. Et l'ensemble, en fait, représente ce macrocosme qui est exactement la transcription du corps humain tel que le concevaient les hommes et femmes du monde indianisé. Concrètement, lorsqu'on regarde les jambes et puis ensuite le torse de notre personnage, ainsi que ses bras, on distingue deux lignes, une rouge, une bleue. Ces deux lignes sont ce que l'on appelle des nadis. Le terme nadi signifie rivière. Et ces rivières vont permettre aux fluides vitaux de se déplacer le long du corps en ondulant le long de la colonne vertébrale, de telle sorte que les éléments qu'elles contiennent irriguent le corps et le fassent vivre en bonne santé. En montant le long du torse, nos deux nadis vont se croiser au niveau de ces motifs qui font penser à des médaillons et qui sont concrètement ce que l'on appelle des chakras. Les chakras sont en fait des sortes de vortex où l'énergie vitale, le fluide spirituel va progressivement gagner la partie supérieure du corps, c'est-à-dire la tête, et au-delà, toutes les qualités nécessaires à l'éveil. Cette sculpture se trouve dans la partie réservée aux déités protectrices, salvatrices et guérisseuses de cette exposition. Elle représente un trident sur lequel est figurée une divinité féminine. Ce n'est pas n'importe quelle divinité, c'est une divinité représentant une maladie, la variole. Et elle est représentée donc sur un trident. Et le trident est l'un des attributs majeurs du grand dieu Shiva, l'un des trois grands dieux majeurs de l'hindouisme. Nous sommes donc ici en contexte shivaïte, en contexte hindou. Et au centre de ce trident est figurée une femme qui revêt les attributs du dieu Shiva aussi. Donc vous avez dans sa main supérieure droite un rosaire, une coupe crânienne, un serpent et même un trident. Et les cheveux qui sont ébouriffés. C'est une déesse qui est en attitude farouche. Il faut la craindre. Mais il faut la craindre, il faut aussi la vénérer. Et c'est tout l'objet justement de cette sculpture qui est à la fois une arme de projection de la maladie, mais également une arme pour se défendre. Et donc, nous allons vénérer, enfin, en contexte hindou, on va vénérer Maria Mai afin de se prémunir de la maladie, et de la variole en l'occurrence. La méditation fait partie des pratiques énergétiques et des pratiques médicales en Asie. C'est une discipline très importante et un petit peu à part car elle fait vraiment partie de la médecine préventive. Elle empêche le mal de s'installer. Et le mal s'installe lorsqu'il y a un déséquilibre de cette énergie qu'on appelle le Qi. Ça va permettre de calmer le rythme cardiaque, ça va permettre en fait de contrôler sa respiration et de parvenir à cet équilibre que l'on recherche tous et qui est témoigné dans toutes ces grandes sculptures asiatiques parmi lesquelles les Bouddhas, et notamment ce Bouddha, Amida Nyorai, qui est un Bouddha japonais et qui montre aussi cette forme d'équilibre, d'introspection, de sérénité que l'on peut voir. Les formes pleines, les yeux mi-clos témoignent justement de cette sérénité que l'on essaye tous en fait d'obtenir. La méditation aujourd'hui, elle fait vraiment partie des thérapeutiques occidentales. On le voit à l'hôpital où les patients sont invités à méditer et ça permet d'amoindrir les douleurs, mais aussi d'améliorer en fin de compte les différentes techniques thérapeutiques. Pratiqué jusqu'au XIXe siècle, uniquement en Asie, le yoga va lui aussi conquérir le monde entier.
Un succès basé sur la place accordée au corps, son exigence posturale, promettant la santé autant physique que mentale. En outre, cette pratique qui mène à un état de bien-être durable séduit les Occidentaux qui y puisent une véritable harmonie intérieure. La moxibustion fait partie des pratiques thérapeutiques en Asie. Alors la moxibustion, c'est l'art d'appliquer des moxas en fait, qui sont faites à partir d'une plante, l'armoise, qui est broyée et constituée en cône et qu'on applique en fait sur la peau. Dans les époques les plus anciennes, et notamment à l'époque d'Edo, au XVIIIe siècle au Japon, on brûlait la peau, c'est-à-dire qu'on appliquait vraiment cette chaleur à même la peau. Ça faisait des plaies, évidemment, qu'on cicatrisait avec des onguents. Mais par la suite, on a simplement approché le moxa chauffé à blanc près de la peau pour pouvoir chauffer la partie qui était en fait douloureuse. Cette pratique est peu connue en Occident, mais en fin de compte, elle est assez ancienne puisque le premier traité que nous avons retrouvé date du Xe siècle et provient de Dunhuang. Alors parfois, la moxibustion, elle est couplée à l'acupuncture. Ça veut dire que l'on chauffe en fait avec le moxa l'aiguille pour rendre plus efficace l'acupuncture. Et c'est une pratique que l'on retrouve aussi en Asie du Sud-Est et pas simplement en Chine, comme on peut le voir sur ce traité d'acupuncture qui vient de Thaïlande et qui date du XIXe siècle. L'herboristerie fait vraiment partie des pratiques les plus usitées en Asie, dans tout l'Extrême-Orient, en Inde, en Asie du Sud-Est et au Tibet. Alors cela consiste évidemment à ingérer des plantes qui peuvent être réduites en poudre, qui peuvent être ingérées par décoction, par tisane. Il y a un éventail extrêmement large de toutes les plantes et ces plantes sont d'ailleurs arrivées en Occident à peu près au XVIIe siècle. Ici, nous avons un meuble assez exceptionnel qui est un meuble d'herboriste qui est resté vraiment en l'état. Alors vous avez tous les petits tiroirs ici avec tous les noms des plantes. Ça permettait de faire un certain nombre de mélanges puisque chaque pathologie pouvait être soignée par une plante. Alors par exemple le ginseng qui était une sorte de panacée qui pouvait vraiment guérir un éventail très large de maladies. Et puis parfois, en fonction des pathologies diverses, en fonction aussi des humeurs de chacun, on choisissait des mélanges de plantes très spécifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines plantes que l'on connaît en Occident comme des teintures, par exemple l'indigo, alors que si on mélange l'indigo avec un autre type de plante, eh bien ça peut régler les problèmes gastriques. Le bétel fait partie des médicaments qui sont les plus utilisés en Inde et en Asie du Sud-Est. Ici, nous sommes devant des boîtes à bétel, donc on voit que ça a généré vraiment une iconographie très riche. Et parmi elles, une est assez spécifique, c'est le Bouddha à la noix d'arec, puisque le bétel provient de la noix d'arec. Et ce qui est intéressant finalement avec cette exposition, c'est qu'on a pu regarder avec un autre niveau de lecture, en fin de compte, un certain nombre d'œuvres. Ici, un Bouddha qui a les caractéristiques classiques de l'iconographie bouddhique birmane. Eh bien, nous pouvons aussi le voir comme étant un Bouddha de médecine protecteur que l'on prie pour la guérison. Avant de nous quitter et pour prolonger ce magnifique voyage, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Avec tout d'abord le sublime catalogue qui accompagne cette magnifique exposition Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre, une coédition In Fine et Musée national des arts asiatiques Guimet. Vous y retrouverez chaque section de l'exposition illustrée par différentes œuvres ainsi que des textes explicatifs des plus grands spécialistes de ce domaine. La sagesse des 5 rites tibétains, rituels pour régénérer le corps, l'esprit et l'énergie, de Zhué Tsuei, chez Guitre et Daniel. Et enfin, la médecine tibétaine, ses secrets de guérison, du docteur Ingfrid Aubert, préfacé par sa sainteté le Dalai Lama, et publié aux éditions du Dauphin. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce très beau documentaire et nous vous souhaitons une très belle semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce merveilleux musée Guimet, Musée national des arts asiatiques. Je vous retrouve pour la seconde partie de nos 2 émissions exceptionnelles consacrée à la magnifique exposition qui se tient actuellement ici même, Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre. Nous l'avons vu, il s'agit de la première exposition consacrée aux 3 grandes médecines asiatiques en France, qui s'est voulue ouverte à tous les publics, petits et grands.
Sa préparation a nécessité 3 ans de travail avec les plus grands experts, scientifiques et conservateurs de ce domaine. Nous avons sélectionné les figures principales de ce panthéon médical asiatique et l'une des plus essentielles, c'est ce Bouddha qui est désigné usuellement sous le nom de maître des remèdes, Baishāja Guru. Ce Bouddha spécifiquement voué à la science médicale, c'est une œuvre japonaise en fait du 18e, 19e siècle de notre ère. Cette pièce nous montre vraiment la quintessence même de l'idée de soin, de l'idée de santé. Et puis de l'autre côté, nous avons un tanka, une peinture tibétaine du XIVe siècle, donc beaucoup plus ancienne, où l'iconographie de ce même maître des remèdes est transcrite de façon beaucoup plus détaillée. Le récipient qui contient la matière médicale et la graine qu'il tient dans la main, ou le fruit qu'il tient dans la main, qui est soit le fruit du mirobolan, soit aussi, quelquefois, dans certaines traditions, une noix d'arec. Et puis au-delà donc de ces attributs, de ces objets qui caractérisent en fait toujours les images religieuses dans le monde asiatique, il y a une couleur particulière. Notre Bouddha est bleu, un bleu très soutenu. Ce bleu est la caractéristique du Bouddha de médecine. Alors associé aux attributs, on ne peut pas manquer de le reconnaître ici. Au rang des personnes les plus fragiles qu'il convient de protéger, il y a évidemment les enfants. Cette sculpture qui représente la déesse Ariti, c'est une sculpture qui a été créée dans le contexte dit de l'art du Gandhara au début de notre ère, entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. L'histoire d'Ariti est en fait l'histoire d'une conversion. Ariti était en fait une ogresse dévoreuse d'enfants qui sévissait dans la région de la ville de Rajgir, qui se situe au nord-est de l'Inde. Et donc, elle terrorisait les habitants de cette ville qui voyaient peu à peu leurs enfants disparaître, puisqu'elle enlevait les enfants et elle les dévorait. Et donc, on envoie le Bouddha dans la résidence de cette ogresse, mais il ne la trouve pas. Il ne reste dans cette résidence qu'un seul de ses fils. Et entendant Ariti revenir, le Bouddha va cacher cet enfant sous son bol. Donc l'enfant disparaît. Ariti est désespéré de ne pas trouver son enfant, son fils, et donc va se mettre à le chercher partout, dans la ville, dans la région, dans le pays. Il ira même chercher dans le ciel divin, auprès de Indra et de Brahma. Et ces derniers vont lui conseiller de s'en remettre au Bouddha. Et donc elle retourne, elle va voir le Bouddha et elle lui explique sa peine d'avoir perdu un enfant. Et là, le Bouddha va lui dire « Mais Ariti, combien as-tu d'enfants » Et Ariti répond « J'en ai 500 ». Et il dit « Mais sur ces 500, il ne t'en manque qu'un, et tu vois la peine que cela te cause. » Ariti dit « Oui, évidemment, je vois. » Il dit « Imagine ces parents à qui tu n'as enlevé leur unique enfant. Imagine la peine qu'ils vivent. » Et Ariti, sous les mots de Bouddha, va comprendre ses actes, évidemment, s'en remettre et se référer à la loi bouddhique. Et au moment où elle va le faire, le Bouddha va soulever son bol et donc rendre à Ariti l'enfant qui lui avait, d'une certaine manière, subtilisé, mais pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agissait de la convertir à la bonne foi, à la bonne loi. Voilà. Donc c'est pour cela que Ariti est vénérée comme l'une des protectrices des enfants, notamment au Japon, qu'on appelle Kishimujin, dont une représentation est aussi présentée dans l'exposition, mais un petit peu plus loin dans le parcours. En Asie, la mortalité infantile a été extrêmement élevée jusqu'à récemment. Donc on a développé un certain nombre de pratiques pour pouvoir protéger cet enfant de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans, puisqu'on considérait que 7 ans était un âge, en fin de compte, où l'enfant était hors de danger. On pensait que l'âme de l'enfant n'était pas bien accrochée à son corps. Donc pour pouvoir en fait la fixer de manière définitive à son corps, on fabriquait des bijoux qu'on appelle des cadenas d'âme. Donc ce sont vraiment des amulettes en forme de cadenas avec des sortes de petits grelots qui éloignaient les mauvais esprits. Alors on connaissait quand même la pédiatrie, les maladies, on avait des traités. Le premier traité pédiatrique au monde, en fait, il date du 6e siècle. Il a été écrit par Sun Simiao, qui était un des grands médecins chinois. Mais néanmoins, la médecine a quand même toujours été très liée au monde des esprits et on considérait en fait que l'enfant devait être protégé le plus possible contre ces mauvais esprits qui pouvaient pénétrer son corps et générer des maladies.
Parmi les vêtements protecteurs, il y en a un qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il répond vraiment à des critères pédiatriques. À la suite de ces premiers traités pédiatriques que l'on voit en Chine, on a confectionné ce qu'on appelle des dedous. Alors, c'est une sorte de tablier. Et en fait, ce dedou, il était destiné à protéger l'ombilic. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte assez tôt que ce qui s'infectait le plus chez l'enfant, c'était justement le cordon ombilical. Eh bien, les médecins préconisaient en fait de protéger cette partie du corps. Donc, ce vêtement, en fait, protégeait l'ombilic. Et donc, c'était déjà une forme finalement de médecine qui était liée à une pratique vestimentaire. Parmi les animaux qui protègent le plus l'enfant, on trouve le tigre. Le tigre, en fait, éloigne les mauvais esprits. Alors, il est toujours représenté de manière effrayante, pas du tout pour effrayer l'enfant, mais bien pour effrayer justement les mauvais esprits. Alors, il a toujours, en fait, des crocs acérés, des narines dilatées. Et parfois, en fait, on fait porter à l'enfant, en plus de ses vestes, des chapeaux, des chaussures. Il peut y avoir un double tigre. Alors, on voit aussi une iconographie assez riche autour du chien, du chat. Et l'enfant devait porter, en fait, ses vêtements lors de fêtes spécifiques, mais parfois aussi quasi quotidiennement jusqu'à l'âge de 7 ans. Les médecines asiatiques, qu'elles soient ayurvédiques, chinoises ou tibétaines, vont avoir tendance à prévenir le mal avant qu'il n'arrive. Et donc, quel meilleur moyen de prévenir le mal que de s'attribuer les bienfaits des astres? C'est la raison pour laquelle je me trouve ici à côté de ces deux petites sculptures qui nous proviennent du Japon et qui sont en fait deux planètes. D'une part, le Soleil et puis ici, la Lune. Donc disons dans le parcours de santé d'un malade qui est victime d'une maladie de cause surnaturelle, on va consulter les astres à peu près systématiquement lorsqu'on va faire entreprendre quelque chose d'important dans la vie. Ça peut être une démarche personnelle, mais dans le cadre de la médecine, ça peut être aussi pour fixer le jour d'une opération. On va forcément la faire un jour faste. Le chamanisme est aussi très présent dans la prévention et la guérison des maladies. Il représente à la fois le lien entre l'homme et la nature, mais aussi celui entre le monde des vivants et le monde des esprits. En effet, entre divin et médical se développe un dialogue entre santé et surnaturel. On le retrouve lors de cérémonies animées où des masques très expressifs sont utilisés. Parmi les chefs-d'œuvre de l'exposition, nous avons cette chemise talismanique. Alors c'est vraiment une pièce totalement exceptionnelle, elle n'a jamais été exposée. Elle date de la fin du XVe, début du XVIe siècle, c'est-à-dire des sultanats indiens. Il n'y a que 7 pièces de ce genre qui soient parvenues jusqu'à nous dans le monde. Alors c'est une chemise sur laquelle la totalité du Coran est inscrit, avec en rouge les noms des sourates et avec en doré tous les noms de Dieu, tous les noms d'Allah. C'était une chemise qui pouvait être portée sur lui par le jeune prince, en fait, sur le champ de bataille, pour éviter évidemment les blessures de guerre, mais d'une manière générale, c'était une chemise qui protégeait des maladies. Elle pouvait aussi être repliée, en fait, et être portée dans un ouvrage creux, sur soi, comme une amulette. On peut les dater, ces pièces, parce qu'en fait, il y a une analogie iconographique et esthétique avec les manuscrits. En fait, ça sortait finalement des ateliers de manuscrits, puisque c'était à l'aide d'un calame qu'on écrivait la calligraphie avec de l'encre. Donc ça fait partie de ces pièces totalement exceptionnelles et rares que l'on voit très peu et qui n'ont jamais été exposées. Donc cette dernière partie, cette dernière galerie de l'exposition est consacrée au lien entre l'Orient et l'Occident par la traduction de traités, par la connaissance un peu plus intime de ce qu'étaient ces médecines asiatiques pour les Occidentaux. Ce mannequin d'acupuncture nous a été ramené par un homme, un néerlandais, au XVIIIe siècle. Cet homme, c'était Isaac Titsing. Il a également traduit un texte sur les effets de la piqûre de l'acupuncture. Et ce texte sera ensuite traduit en 1825 du néerlandais vers le français par Jean-Baptiste Sarlandière, qui va même inventer une nouvelle technique, puisqu'il va combiner les effets de l'acupuncture avec les effets de l'électricité. Et c'est ce qu'on appellera l'électroponcture, qui est encore aujourd'hui une des techniques que l'on peut utiliser pour se soigner. Il y a un point très important qui m'a interpellé dans ces médecines, c'est l'approche globale, on dit holistique, de la santé. C'est-à-dire qu'on aborde la personne du point de vue de son corps, mais aussi du point de vue de son esprit, du point de vue de ses interactions à l'environnement.
Une dimension de l'être qui est bien présentée ici, c'est tout ce qui touche aux connaissances sur les souffles, les systèmes énergétiques, les chakras, les nadis, les méridiens d'acupuncture, toutes ces disciplines de yoga et de méditation qui peuvent en fait être comprises du point de vue scientifique. Et c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre culture. En dehors de la vision globale, effectivement, la médecine tibétaine ou les médecines orientales ont une vraie conception, une vraie compréhension de l'approche psychosomatique. Et c'est quelque chose qui, en Occident, est extrêmement débutant. On a des connaissances très rudimentaires. Ça commence à peine à être reconnu, l'importance de la santé émotionnelle par rapport à la santé du corps. Et il y a encore des médecins qui pensent que les émotions sont dans la tête, alors que si on regarde très concrètement, quand on rougit, on a bien un afflux de sang, une sensation de chaleur, il y a des manifestations physiques évidentes. Et la médecine tibétaine explique, ou les médecines orientales de manière générale, expliquent que ces manifestations émotionnelles peuvent poser des problèmes de santé quand elles sont intenses, durables, etc. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, aussi bien pour la prise en charge de la maladie, pour en réduire les causes, que dans l'éducation à la santé. Et c'est d'ailleurs un point très très important dans ces pays où ces disciplines sont encore vivantes. L'éducation à la santé émotionnelle est au cœur de l'éducation des enfants. Ce que je souhaitais, en fait, c'est que les visiteurs visitent une exposition, bien sûr, qu'ils apprennent des choses, parce que c'est le but, mais qu'ils comprennent peut-être aussi mieux leur corps. Je voulais que les visiteurs vivent une vraie expérience immersive. Alors on le voit dès l'entrée, en fait, avec la personnalisation des flux énergétiques qui traversent le corps pour qu'on ressente aussi ce que cela veut dire, et qu'ensuite ils aient plusieurs moments d'expérience dans l'exposition avec cette salle de méditation où ils peuvent s'arrêter et méditer sur leur souffle au son d'une méditation de Matthieu Ricard, qu'ils pénètrent aussi dans des espaces en fait qui sont isolés par des rideaux de tissu, parce que l'essentiel c'était aussi qu'ils comprennent que cette médecine, elle est scientifique. Elle a eu des traités, mais elle est aussi évidemment très liée au monde des esprits. Et ces rideaux, en fait, témoignent de la séparation entre le sacré, en fait, et le monde terrestre, entre le divin, en fait, entre le monde des dieux et le monde des hommes. Ce sont, en fait, des liens avec le monde des esprits. Et ça fait partie inhérente, en fin de compte, de cette médecine. Avant de nous quitter et pour prolonger ce magnifique voyage, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le sublime catalogue qui accompagne cette magnifique exposition, Médecine d'Asie, l'art de l'équilibre, une coédition In Fine et Musée national des arts asiatiques Guimet. Vous y retrouverez chaque section de l'exposition illustrée par différentes œuvres ainsi que des textes explicatifs des plus grands spécialistes de ce domaine. Le savoir de la vie, le florilège de l'Ayurveda, publié aux Belles Lettres. Vous y retrouverez les textes choisis, traduits et présentés par Michel Angot. Et enfin, Médecine traditionnelle chinoise, plante médicinale occidentale, d'Anne Vastel et Sylvie Chagnon, publié chez Guitry et Daniel. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. Merci pour votre fidélité.